Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au thème et au secteur de la santé au sens large. On en parle avec une spécialiste à mes côtés en plateau, Alice Labouze, que j'accueille. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bienvenue. Grégoire. Merci d'être là, présidente de Trecento Asset Management. On va parler avec vous là d'une entreprise qui vous intéresse particulièrement dans un domaine, une technologie très avancée en matière de santé. Mais avant ça, quand même, je regardais un peu les performances sectorielles en Europe depuis le début de l'année. Alors, on a les banques, plus 35%. Oui. Et puis on a quelques secteurs, alors je vais dire qui sous-performent, mais qui sont positifs, parce que tous les secteurs sont positifs depuis le début de l'année. Il y a les utilities qui sont très en retard, qui sont vraiment à zéro. La santé, mais le healthcare, je ne sais pas ce qu'on met d'ailleurs dans ce secteur du healthcare, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement. En Europe, c'est principalement des laboratoires pharmaceutiques c'est de la pharma, et des petites biotech pas rentables. Oui, c'est ça. Et qui pèse pas très lourd en termes de capitalisation boursière, en tout cas au regard de ce qu'on peut trouver sur le marché américain. Et le troisième secteur, alors là, lui qui est plus gros, c'est le secteur food and beverage. Tous ces secteurs sont en retard et sont sur des performances single digit. Exactement. À un chiffre seulement. La santé dans le monde, c'est 7% à peu près de performance depuis le début de l'année. Donc c'est bien, mais c'est en deçà de certains autres secteurs d'activité. Alors il faut dire que comme on est dans un bull market géant avec le sentiment quand même qu'il va y avoir une réouverture importante des économies, c'est sûr que c'est un peu... Les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que c'est un peu les secteurs d'activité qui ont souffert, qui sont en train de connaître un reflux, un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Et c'est tant mieux d'une certaine manière. La santé a quand même pas trop mal performé l'année dernière aussi, donc d'une certaine manière c'est un peu le pendant qui se met en place en début d'année. Après je pense que c'est une thématique qui est loin d'avoir dit son dernier mot et qui fait évidemment tout son sens dans un portefeuille, mais on en parlera. En tout cas ça reste des valeurs innovantes, de croissance, surtout quand on va chercher des sociétés rentables, le risque est quand même un peu moins important. La demande est en forte croissance et donc par nature, c'est un segment qu'il faut garder en tête. Certains investisseurs s'y intéressent tout de même, commencent à s'y réintéresser parce qu'on a un retour un petit peu du risque ou de la volatilité sur les marchés, d'une forme d'inquiétude si jamais les banques centrales accompagnaient un tout petit peu moins l'ensemble des marchés. C'est sûr que c'est des thématiques un peu de repli qui sont quand même structurellement en croissance et qui pourraient faire une forme, sans jeu de mots, mais un peu d'assurance pour les portefeuilles. Complètement. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait ramener de l'intérêt sur ces secteurs ? Déjà la valorisation des marchés au sens large, et puis les forces intrinsèques du thème de la santé. Exactement. En fait, la santé, d'abord, il y a un point important. Alors, l'Europe, c'est un peu particulier parce qu'on a toujours eu un secteur de la santé plus cher que l'ensemble du marché. Donc, c'est pas évident pour les investisseurs. Alors, ils ont en tête que c'est cher. Ils ont en tête que c'est cher et ils mettent des grands laboratoires pharmaceutiques dans leur portefeuille. Aux États-Unis, on a quand même connu une période électorale qui est jamais bonne pour le marché de la santé, surtout quand c'est les Bleus, les démocrates qui doivent gagner, ce qui a été le cas. Donc, la valorisation du marché américain, en tout cas sur la santé, est à peu près un quart moins importante que le marché américain dans son ensemble. Ce qui veut dire que ceux qui vont commencer à aller à la pêche aux bonnes affaires, a priori, vont aller traiter cette thématique un peu plus que d'autres. Et donc, je pense que ça vaut vraiment... c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on disait. Il y a une rotation sectorielle de début d'année qui est évidemment normale, puisqu'on redémarre a priori, on espère, en tout cas pour une activité plus normale, activité économique, mais il faut se souvenir qu'un portefeuille doit être quand même contrebalancé, en tout cas entre des valeurs très cycliques et puis celles qui sont plus défensives et qui, dans les moments difficiles, tiennent mieux, mais qui ont tout de même ce catalyseur avec, et on va en parler, une innovation colossale, et pas seulement une innovation en matière de médicaments ou de biomédicaments comme dans les biotechnologies, mais aussi en termes de matériel médical, en termes d'avancées, la robotique, l'intelligence artificielle, le big data, on va en parler, sont en train de révolutionner le monde de la santé, faire gagner de la productivité, des parts de marché, et donc c'est un des grands catalyseurs que je souhaite mettre en avant, qui me semble important. Mais je partage avec vous la réflexion d'un investisseur value qui est venu il y a quelques semaines à peine sur le plateau, Marc Renaud, le patron de Mandarin Gestion, et on parlait de la gestion value avec lui, et il me disait il y a des dossiers de santé
type Sanofi, AstraZeneca, des grands labos qui n'ont rien fait sur le plan boursier, qui l'intéressent lui aujourd'hui en tant que gérant value. Je pense que ça fait des années qu'il n'a pas regardé ce secteur qui était un secteur de croissance défensif, cher, toujours trop cher pour les investisseurs value. Bah, aujourd'hui, il y a des investisseurs value qui commencent à regarder certains dossiers. Et tant mieux pour nous, les fonds santé. Si on a du flux qui arrive de la part des généralistes, on est plutôt content parce qu'a priori, ça va faire monter les cours de bourse. Donc, mais ils ont raison parce qu'ils regardent l'échiquier boursier et ils se disent où est-ce que je peux aller chercher pour un prix raisonnable de la croissance, de la marge. Croissance à prix raisonnable, ça y est, c'est ce qu'on. Voilà. Donc là, vous avez défini la santé. Bon, alors l'exemple du jour, Alice, pour parler notamment de l'innovation dans la santé, c'est une société qui s'appelle Cellink, qui est cotée en Suède, à Stockholm. Qu'est-ce que fait Cellink et qu'est-ce qui vous intéresse chez Cellink aujourd'hui? Alors, ça m'intéresse parce que c'est une société extraordinaire. Pour moi, c'est une société qu'on peut acheter et puis la garder pour ses enfants, pour ses petits-enfants, parce qu'en fait... C'est du fonds de portefeuille, là. Oui, en tout cas, alors ça bouge un peu, il faut quand même prévenir, c'est pas encéphalogramme plat, loin de là. Néanmoins, en fait, ils sont sur un marché qui est très peu pénétré, très segmenté, c'est vraiment les leaders pour l'instant et ils ont montré leur capacité à gagner des parts de marché et à faire des acquisitions. Donc qu'est-ce qu'ils font Cellink? Alors d'abord Cellink, ça a été créé par un jeune homme, un Suédois, qui a même eu un prix, donc il a créé sa société avant l'âge de 30 ans, ce qui est quand même pas négligeable, et il l'a introduite immédiatement en bourse, c'était en 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et Cellink, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté à son père un brevet qu'il avait développé sur la bio-impression 3D. Alors la bio-impression 3D, c'est comme de l'impression 3D, c'est-à-dire vous connaissez les machines avec des composants, avec de l'encre qui permet de faire un certain nombre d'objets, on va dire. Et bien là, au lieu que ce soit de l'encre classique, c'est de l'encre biologique. Donc c'est ce qu'on appelle du bio-encre, ce sont des cellules vivantes qui sont utilisées et donc qui rechargent les imprimantes 3D. Enfin, on charge les imprimantes 3D et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on produit? On fait des tissus humains, on fait de la peau. Et on est en train de travailler à faire des organes. Et ils sont très en avance sur le sujet. Ils ont la chance d'avoir deux éléments importants. Un, ils fabriquent les imprimantes 3D. Les équipements. Donc ils fabriquent les équipements, donc ils les vendent. Et par ailleurs, évidemment, ils font le bio-encre. Et là, ils sont leur modèle est clairement en train de pivoter. Maintenant, il n'y a pas un parc qui commence à être installé. Et donc, ils vendent des recharges de bio-encre. Et ça fonctionne assez bien. Ils ont des gros clients, c'est pas une blague. Leurs clients, c'est AstraZeneca, c'est Novartis, c'est les très, très gros du secteur, en fait, de la santé qui les utilisent. Et en fait... Initialement, c'était surtout pour de la recherche académique, c'est-à-dire en fait pour les universités, pour faire de médecine, pour les grandes revues de médecine, pour faire des tests. Mais de plus en plus, ça avance aussi vers la cosmétique, puisque vous savez qu'on a de moins en moins le droit de faire des essais sur les animaux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très, très utilisé pour voir l'impact de tel ou tel produit ou crème cosmétique. Et puis aussi, maintenant, il y a même la FDA qui leur a acheté plusieurs imprimantes 3D et du bio-encre, parce que pour les phases 1, donc pour les phases 1 de mise sur avant la mise sur le marché d'un produit, évidemment, il y a un certain nombre d'étapes. Et bien la première étape, on va de plus en plus la faire avec du tissu qui aura été qui est vivant. Donc ce sont des polymères en fait. Donc plus besoin de recruter des cohortes de patients à travers le monde. On va pouvoir faire ça avec son outil d'impression 3D. Exactement, et avec le but ultime qui est toujours le même, qui est un jour de fabriquer, notamment dans le cadre de greffe ou de pouvoir remplacer les organes en fait, de fabriquer sur mesure des organes, tout à fait compatibles en fait avec la personne qui va le recevoir. Alors ça pose des questions éthiques, bien sûr. On sait très bien que c'est des sujets qui sont pas si faciles que ça à mettre en place. Néanmoins, c'est ce vers quoi avance Cellink, qui a fait pas mal d'acquisitions en fait, notamment autour de ces thématiques d'organes récemment. Donc ils mettent des moyens sur la table pour grandir. Et sur ce marché qui est très fragmenté, quand vous avez déjà les leaders du marché, c'est-à-dire les plus gros labos qui ont l'habitude de travailler avec vous, qui sont satisfaits de vos produits, de votre service après-vente aussi sur les imprimantes 3D, ça fait quand même une sacrée barrière à l'entrée. Et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, parce que il y a dans la vie d'investisseurs, comme moi j'ai quand même depuis un petit moment, c'est assez rare de rencontrer des sociétés
qui changent les choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une innovation, mais c'est pas juste une idée comme ça et puis du financement à perte, on va dire, où un jour ils feront du business, quoi. En fait, c'est une société qui va être rentable cette année, qui a déjà démontré sa capacité à être rentable par le passé. Comme elle fait des acquisitions, bon, parfois c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, en fait, la manière dont ce garçon, en fait, je vous donne son nom, il s'appelle Eric Gattelholm. Très bien. Quand même, ça mérite d'être dit. C'est un jeune garçon, donc ça vaut le coup. Moi, j'aime bien les gens jeunes qui font des choses différentes. Et vraiment, s'il y a une société à avoir en portefeuille sur longue durée, je crois, c'est celle-là, parce qu'on entendra reparler de la bioimpression 3D. Ça va être une révolution, vous dites, pour le secteur, pour l'industrie médicale dans son ensemble, que ce soit pour les phases de tests, études cliniques, jusqu'à la greffe d'organes, de peau, de mains. Exactement, pour les grands brûlés, par exemple, on commence déjà à le travailler, puisqu'il y a moins de sujets éthiques, en fait, juste pour la peau. Pour les organes, évidemment, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est tellement rare, en fait, de rencontrer une société qui change les choses et qui, en même temps, répond à un vrai sujet. C'est-à-dire que, comme on est de plus en plus dans la sécurité, la recherche de la sécurité de médicaments, on fait de plus en plus de tests. Sauf qu'en fait, on est en même temps dans un moment où on a de moins en moins envie d'utiliser des animaux et éventuellement des corps humains ou des organes humains. Et donc, produire, en fait, c'est comme une usine à... Bien sûr. Bon, c'est un peu particulier, il y a un côté peut-être un peu science-fiction, mais c'est sûr que de produire des organes sur lesquels on peut faire des tests, de produire de la peau, en fait, il reconstitue ce qui peut se passer à l'intérieur d'un corps humain, et donc on peut voir l'impact de tel ou tel médicament, et c'est ça qui est absolument passionnant. Donc je crois que ça vaut le coup. Ça pèse lourd déjà en bourse, là. Céline, vous dites qu'ils sont rentrés en 2016. Ils font 2,4 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc c'est pas une petite société, c'est quand même. Enfin, pour une société, je serais assez contente de l'avoir fondée. Donc, mais non, c'est pas tout petit. Après, évidemment, c'est pas un des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Non, mais c'est pas 200 millions. Ah non, c'est pas une toute petite société. D'ailleurs, de plus en plus d'investisseurs très qualifiés s'intéressent au dossier, et on voit maintenant des géants les sociétés de gestion géantes mondiales qui rentrent au capital de Cellink. Cellink, donc cell comme la cellule et ink comme l'encre. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Alice, de nous avoir parlé de ce secteur de la santé, des innovations qu'on y trouve, et donc de Cellink aujourd'hui. Alice Labousse qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, la présidente de Trecento Asset Management.